Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique du monde d'après. Je voudrais revenir sur ce qui se passe au Brésil, sur le cas du corona. On nous dit que le Brésil, le vilain de l'humanité, le vilain de l'Occident, qui ne confine pas son peuple et qui laisse se propager ce virus ultra mortel, ultra létal. Je reviens dessus en dépit du fait que l'actualité a vite migré vers Minneapolis, parce qu'on n'a plus besoin maintenant de vilipender Bolsonaro, on s'en prend à celui qui nous intéresse vraiment, à Trump. Et le cas de Minneapolis, la vie du défunt George Floyd, la mort de George Floyd, est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus croustillante, beaucoup plus utile à ceux qui veulent renverser Trump et renverser la droite dans le monde que ce qui se passe au Brésil. Eh bien, ne nous laissons pas imposer l'agenda par les progressistes, par les grands médias. C'est nous qui décidons de ce qui est important. Et je vous propose de garder le cap et de revoir ce qui se passe au Brésil et en démystifiant deux contre-vérités qu'on me jette souvent sur les réseaux sociaux, qu'on me jette à la figure dans les réseaux sociaux. La première étant qu'il fallait confiner tous les Brésiliens, la seconde que Bolsonaro est le bourreau des Indiens d'Amazonie. Ce sont deux choses qu'on m'a envoyées dans les réseaux sociaux, deux grandes énormités que je n'ai pas daigné répondre parce que ça mériterait des pages de commentaires, mais j'y réponds ici, non pas, alors quand je dis j'ai pas daigné répondre, c'est pas par mépris, non, c'est parce que voilà, 140 caractères n'est pas une forme de pensée que je trouve appropriée. Ici, je prends un peu plus de temps. Alors, tout d'abord en préambule, je ne roule pas pour Bolsonaro, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, c'est pas le genre de personne avec qui je passe mes vacances, mais moi j'ai un engagement avec la vérité, avec l'honnêteté intellectuelle, tout simplement. Donc je me positionne par rapport au Brésil, par rapport au Corona au Brésil, dans un sens qui peut sembler favorable à Bolsonaro, mais je suis contre Bolsonaro dans sa politique du touristique, dans sa politique environnementale, je trouve complètement à côté de la plaque. Donc il faut savoir euh, réfléchir librement, et comme je vous ai dit en préambule, il n'appartient pas aux progressistes de nous dire qu'est-ce qui est important telle ou telle semaine. Et donc il ne leur appartient pas de nous imposer l'agenda, comme il ne leur appartient pas de nous imposer la pensée unique. On peut penser par nuance et avoir vis-à-vis d'une personnalité publique un regard différencié selon les sujets. Ça s'appelle le libre arbitre. Voilà, donc une des plus grandes conquêtes de l'Occident. Le libre arbitre a la raison, une des plus grandes conquêtes de l'Occident, qu'il est en train d'enterrer d'ailleurs merveilleusement, avec un océan de bêtises, que ce soit avec le cas du corona ou la pandémie de la pandémie de Minneapolis, la Black Lives Matter, qui est une pandémie de l'indignation sélective. Bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, est-ce qu'il fallait confiner les Brésiliens? Parce qu'on dit que Bolsonaro n'a pas voulu confiner les Brésiliens. Ben, confiner les Brésiliens, c'est commettre un crime contre la santé des Brésiliens. Quand vous voyez que plus de 10 millions de Brésiliens vivent dans des favelas, donc entassés les uns sur les autres, c'est pas une bonne idée forcément de les confiner, puisque vous allez confiner des gens sains avec des gens qui sont malsains, qui sont porteurs du virus. Quand vous savez que la moitié des Brésiliens n'ont pas l'eau tout à l'égout, la moitié des Brésiliens vivent sur leurs excréments. Parce que quand vous n'avez pas l'eau tout à l'égout, que vous n'avez pas l'assainissement liquide, c'est que vous vivez là où vous faites caca, grosso modo. Euh, Confiner les gens et leur dire stupidement stay at home, c'est vraiment les condamner à la mort. Ou à prendre une méningite, contracter une méningite ou une diarrhée ou quelque chose. Pensez à leurs enfants aussi. Hein, parce qu'un enfant qui chope une méningite, il perd beaucoup de développement cognitif. Vous lui foutez en l'air sa vie en tant qu'individu qui réfléchit. Quand vous savez que la gros tiers des Brésiliens n'a pas de collecte d'ordures, il n'y a pas de camion d'ordures qui passe dans un gros tiers des familles brésiliennes, je pense que plus de 34 millions de Brésiliens n'ont pas de collecte d'ordures. Stay at home paraît tout d'un coup un slogan suicidaire, un sabotage de toute une nation. Il ne faut surtout pas stay at home. C'est cassez-vous de vos maisons, respirez l'air libre des tropiques, laissez les rayons du soleil tropical vous nettoyer, vous pénétrer, et ne restez pas à dormir, à vous morfondre sur là où vous faites vos besoins et là où vous jetez vos ordures ménagères. Ça tombe sous sens. Bolsonaro le sait, Bolsonaro le comprend, pas les grands médias brésiliens et apparemment pas nos grands médias à nous, en Occident et en France en particulier. Donc, comment voulez-vous confiner un peuple? Comment voulez-vous dire stay at home dans ces conditions-là? Et ce qui se passe au Brésil, ça s'applique à une grande partie des pays tropicaux et des pays émergents. Vous pouvez pas enfermer les gens au-dessus de leur pourriture. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un crime contre les peuples. Ce n'est pas un acte de responsabilité. Il n'y a qu'un bobo brésilien
pour exiger de mettre en prison, de mettre en otage, de séquestrer chez eux tous les Brésiliens, en sachant ce que je viens de vous dire. Il faut être vraiment complètement bobo, c'est-à-dire vivre dans recevoir des salaires d'une multinationale, travailler dans une grande banque, donc être payé à la maison pour faire du télétravail, et vivre dans des conditions de santé, d'hygiène, d'assainissement correct, et vivre complètement hors sol, vivre dans une bulle, comme beaucoup de Brésiliens vivent dans une bulle, dans leur quartier protégé, avec leurs amis, qui voient certaines chaînes de télévision brésiliennes et pas d'autres, et qui ignorent superbement le reste de leur peuple. Ben, c'est là pareil. En France, nous avons des élites qui ont fait sécession, et autour de ces élites-là, vous avez un système médiatique qui lui-même a fait sécession sans qu'on lui demande, qui s'est jeté sur la pensée unique pour avoir ramassé les miettes, et qui vous dit des choses comme stay at home, confinez-vous, alors que d'autres pays n'ont pas confiné, comme la Suède, comme la Corée, des pays sérieux. Vous pouvez me dire que le Brésil n'est pas sérieux, mais vous ne pouvez pas m'enlever de la bouche que la Suède est un pays sérieux, ou même l'Allemagne n'a pas confiné aussi bêtement et sévèrement que la France. En Allemagne, les gens avaient le droit de rentrer dans des parcs. Enfin, quand même, il faut relire les traités d'hygiène du 19e siècle pour voir que le grand air, les parcs, le soleil sont les alliés de la bonne santé, pas l'enfermement dans un 2 pièces pourri dans un HLM. Ça tombe sur le sens, je ne suis pas médecin, mais je n'ai pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Voilà, donc ça c'est le premier point, le confinement au Brésil, c'est une vue de l'esprit et au pire un danger mortel. Deuxième chose, on me dit, Bolsonaro est le bourreau des Indiens d'Amazonie. Alors, il faut revenir quand même aux sources et à la réalité. Les Indiens d'Amazonie sont décimés depuis 500 ans. D'accord? Depuis 500 ans. Donc, on n'a pas attendu Bolsonaro pour qu'il souffre. Les Indiens d'Amazonie, ils détiennent une grande partie de l'Amazonie. Il faut savoir que 12% du territoire brésilien. Alors 12% du territoire brésilien, ça veut dire quelque chose de plus grand que la France, la Belgique et la Suisse et l'Italie réunies. 12% du territoire brésilien, c'est 12% d'un continent. 12% d'un territoire brésilien sont aux mains exclusives des Indiens. Donc ils sont souverains là-dedans. Ils ont leur propre cour de justice, leur propre code pénal, leur propre code civil. La police n'y rentre pas, sauf s'il y est invité, sauf s'il se produit un crime ultra grave. Vous n'avez pas intérêt à y crever un pneu, parce que vous pouvez être attaqué, la justice brésilienne ne vous défendra pas. Ce sont les tribunaux indiens, et vous imaginez bien quel va être le type de justice qui va y être rendu. Il y a eu une épuration ethnique dans ces réserves, qui ont été délimitées au cours des années 80-90. On y a expulsé tous ceux qui n'étaient pas indiens, les peuples indiens du Brésil. Voilà, donc il y a 12% du territoire où les Indiens sont souverains. Bon, ils n'ont pas encore d'armée ni de drapeau, mais bon, ils y sont presque. C'est vrai même en Colombie d'ailleurs. Il y a ça, dans quelques pays d'Amérique latine. C'est toute la culpabilité post-coloniale, post-Christophe Colomb qui s'est exercée là-dessus. Bon, je ne reviens pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je vous dis c'est la réalité. Donc, les Indiens du Brésil, ils sont protégés dans leur communauté. Ceux qui veulent vivre dans ces communautés-là, ils sont protégés. Alors, et Bolsonaro n'a pas le pouvoir d'enlever ces communautés-là. C'est dans la Constitution, il faudra changer la Constitution brésilienne. Bolsonaro n'a pas la majorité parlementaire pour le faire, même s'il le voulait. Et il ne le veut pas. Donc il ne faut pas qu'on nous dise les Indiens, c'est l'image du Far West, du cowboy. Ils sont pourchassés, ils ne sont pas pourchassés par l'armée fédérale brésilienne ou la police fédérale, loin de là. Elle les protège, elle leur fout une paix royale dans leurs immenses réserves. Ces immenses réserves qui ont d'ailleurs un rôle très positif pour l'environnement, parce que ce sont des réserves où la biodiversité est réellement protégée. Alors, si les Indiens sont sanctuarisés, comment se fait-il qu'ils se plaignent? Ils se plaignent parce que leurs réserves sont envahies par des trafiquants. Des trafiquants, pas par l'armée de Bolsonaro, la police de Bolsonaro. Qui envahit aujourd'hui les réserves des Indiens pour les défricher, voire les tuer? Ce sont les trafiquants de drogue brésiliens. Parce qu'il faut savoir comment fonctionne le trafic de drogue. La drogue est vendue à Paris, à Madrid, à Barcelone, à New York. Donc les euros, les dollars, les yens, les livres sterling sont hors du Brésil. Ça n'intéresse pas les trafiquants. Eux, ils veulent vivre la belle vie au Brésil. Donc il faut ramener l'argent. Ce sont des tonnes de liquide qui arrivent au Brésil, du liquide, du cash. Pour l'instant, on n'achète pas la drogue avec du PayPal ou une carte bleue. Donc l'argent arrive au Brésil, il faut le laver, il faut l'intégrer dans le système financier brésilien. Quand vous allez voir une banque brésilienne, elle vous dit, écoutez, moi, d'où vient votre argent? Surtout pour des montants comme ça. Et un moyen de laver l'argent, c'est-à-dire de le rendre licite, eh bien, c'est d'investir dans l'Amazonie. Que font les trafiquants de drogue? Ils appellent les trafiquants locaux, les milices locales, parce que l'Amazonie est bardée de trafiquants, de mafias. Personne n'en parle parce que ça n'intéresse pas.
Parce que les mafias ne sont pas de droite, donc elles ne l'intéressent pas. Et donc ces mafias-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles envahissent les réserves indiennes, elles défrichent, mais elles ne défrichent pas un hectare, elles défrichent par 3000 hectares. L'unité de défrichement pour ces mafias-là, c'est 3000 hectares. 500 euros pour défricher un hectare en Amazonie, parce qu'il faut amener des caterpillars, les arbres, tout ça faut enlever, il faut déraciner. On sème des espèces, des herbes qui sont pérennes, et on y met des vaches, des buffles. Et on les laisse grossir sur ces pâturages sauvages, et les vaches ont la sagesse de se laisser conduire à l'abattoir sans avoir besoin de route. Il n'y a pas de route en Amazonie. La gauche au pouvoir au Brésil depuis de 2000 à 2015 n'a rien fait. Hein. Elle n'a pas mis de place des routes pour servir ces Indiens qu'elle défend aujourd'hui. À la limite, ça tombe bien parce que bon, ça réduit la déforestation. Mais pour revenir à ce que je disais, donc comme il n'y a pas de route en Amazonie, c'est pas un problème. Les vaches, elles ignorent l'absence de logistique, elles marchent lentement mais sûrement vers l'abattoir. Pas besoin de camions, pas besoin de chemin de fer, pas besoin d'attirer forcément beaucoup d'attention. Les vaches arrivent à l'abattoir et là, quand elles sont abattues, eh bien, la viande qui en résulte, elle reçoit qu'on appelle une nota fiscale, une facture. Et cette facture-là, c'est le sésame que cherchent les trafiquants de drogue, puisque là, ils ont de l'argent licite. Ils vont déposer ça à la banque. Donc vous voyez, l'essentiel de la déforestation aujourd'hui, c'est pour créer des pâturages pour les vaches qui servent à blanchir l'argent de la drogue. Cette drogue, cette mafia-là, brésilienne, notamment le PCC, qui est la plus grande mafia du Brésil, une des plus grandes de l'Amérique du Sud, elle ne roule pas pour Bolsonaro, loin de là. Je veux dire, les gars ne sont pas très contents que la droite sont arrivés au pouvoir. Bolsonaro les combat fortement, puisqu'il a mis leurs principaux chefs en prison fédérale. Avant, ils étaient dans des prisons passoires, des prisons d'État, parce que le Brésil est un pays fédéral, on l'a oublié souvent. Donc dans chaque État, il y a des prisons qui sont souvent des passoires, où il n'y a pas de brouillure de signal téléphonique et autres. Là, on les a mis dans des vraies prisons fédérales de haute sécurité. Les mecs, ils ont la rage, parce que là, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus commander le crime depuis leur prison. Voilà. Donc, les ennemis des Indiens, si vous voulez les désigner, les combattre, c'est cette mafia-là brésilienne. Évidemment, il y a quelques entrepreneurs véreux qui essayent de faire du soja en Amazonie. Ils sont véreux, ils sont nuls, parce que le soja ne pousse pas bien en Amazonie. Ce n'est pas le sol favorable au soja. C'est plutôt vers le centre-ouest du Brésil. Évidemment, il y a de ça. Mais c'est peanuts, c'est une goutte dans l'océan devant la déforestation causée par ces mafias-là de la drogue. Il y a bien sûr ce qu'on appelle les orpailleurs, les garimpeiros, qui font parler d'eux même en Guyane française. Plusieurs gendarmes français sont morts dans la poursuite de ces garimpeiros. Ce sont des mafias aussi. Ce sont des gens qui sont capables de tuer une famille entière d'Indiens pour s'approprier un filon d'or ou autre. Ce ne sont pas les milices, ce ne sont pas les groupes de droite brésilienne. Hein. Ce ne sont pas des gens qui votent à droite, vous savez. Hein. Ce sont des gens que la gauche défend depuis 30 ans. Parce que dès que la police brésilienne les coffre, les met en prison, vous avez toute une cohorte d'ONG droits de l'homiste de gauche qui vous disent, mais attendez, réinsertion, droit au pardon, ce sont des victimes de la société, ce ne sont pas des vrais criminels, puisqu'ils sont nés pauvres, ils ont été traumatisés dans leur jeunesse par les inégalités sociales, relâchez-les. Et ils sont relâchés. Parce que la magistrature brésilienne roule à gauche comme en France. Il faut dire les choses comme elles sont. Faut arrêter de. Vous pouvez détester Bolsonaro, mais détestez-le de grâce pour les bonnes raisons. Ne vous faites pas manipuler. Ne soyez pas abrutis comme le système veut vous abrutir. Veut nous abrutir. Parce que moi-même, personne n'y échappe. Détestez-le pour d'autres choses. Je peux vous donner des gras à moudre contre Bolsonaro, mais ne le détestez pas pour ça. Ne vous ridiculisez pas. Ayez du respect pour vous, de la considération pour votre esprit. Le plus grand ennemi des Indiens, quand il n'est pas humain, quand ce ne sont pas les mafias de la drogue ou des orpailleurs, eh bien, c'est l'alcoolisme. Il faut voir les ravages de l'alcoolisme dans les communautés indiennes. Il faut voir les ravages. C'est vrai aussi d'ailleurs dans la communauté amérindienne des États-Unis. Il faut voir les ravages de la drogue. Il y a des drogues mélangées, des drogues qui mélangent des composants naturels amazoniens avec le crack ou autre. Il faut voir les ravages que ça donne sur les vies, les gens qui meurent, mais aussi sur l'estime de soi. Quand vous voyez vos parents se foutre en l'air, se shooter avec une drogue, être pendant 2-3 jours en transe, c'est pas très drôle pour la croissance de l'enfant et les modèles, les références mentales, morales qu'on lui donne. C'est ça la réalité. L'ennemi des Indiens d'Amazonie, c'est les FARC en Colombie, parce que l'Amazonie, elle ignore les frontières. Vous savez, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Hein. Elle va jusqu'au pied des Andes colombiennes. Donc ça va, une bonne moitié de la Colombie est couverte par l'Amazonie. C'est le même biome que l'Amazonie brésilienne. Quand vous arrivez à Leticia en Colombie, où il y a une rue, si vous êtes en Brésil, j'oublie le nom de la ville,
et de l'autre côté, vous êtes en Colombie. Pareil, je suis du côté de Iquitos, vers le Pérou, Bolivie. En Amazonie colombienne, qui martyrise les Indiens? Ce sont les FARC, la gauche. La gauche. Ils martyrisent les Indiens parce que les Indiens sont les maîtres, je vous dis, ils sont souverains dans leurs réserves. Or, ces réserves se regorgent de ressources naturelles, pas seulement l'or, mais aussi le bois précieux. Mais maintenant, l'industrie pharmaceutique mondiale elle a besoin des plantes amazoniennes. On a atteint le pic dans la recherche, dans la R&D chimique. Maintenant, on recherche la biodiversité amazonienne. Le moment de l'Amazonie est arrivé pour la pharmacie. Il est enfin arrivé. Les FARC se positionnent là-dessus, ils ne sont pas bêtes. Hein. Les mafias ne sont pas bêtes, elles sont beaucoup plus agiles que les gouvernements et les États. Les FARC plantent de la coca, les FARC défrichent, les FARC soumettent les Indiens pour qu'ils deviennent des porteurs, pour qu'ils deviennent des éclaireurs, pour y installer des laboratoires, pour processer la cocaïne, pour installer des otages, pour y installer des pistes d'aviation, pour y installer des corridors, pour voir le calvaire des Indiens de Colombie. D'ailleurs, la première grande défaite réelle qu'ont souffert les FARC, ça s'est passé au début des années 2000, elle a été faite dans une réserve qui s'appelle la Silvia, je crois, au sud-ouest de Cali. Donc c'est vraiment l'Amazonie qui va vers le Pacifique. Pas si c'est encore l'Amazonie, mais c'est la forêt tropicale dense, peuplée d'Indiens. Et les Indiens ont eu marre de payer l'extorsion exigée par les FARC, qui sont organisés en milices. Et les FARC qui ont repris la dissidence, qui ont repris le trafic de drogue, parce que le trafic de drogue est tellement bon, la marmelade est tellement délicieuse qu'ils n'ont pas voulu vivre de salaire de député, ils ont repris le trafic de drogue en parallèle. Ben, les FARC attaquent frontalement les communautés indiennes, ils martyrisent les Indiens, ils violent les femmes, enlèvent les hommes, enfin c'est ça la réalité de ces Indiens que nous chérissons tant. Nous les défendons contre la droite brésilienne et nous les abandonnons contre tous leurs vrais bourreaux. Nous sommes les complices. Parce qu'un avocat qui ne sait pas défendre un défendant, eh ben, il est complice de l'injustice. Voilà, je vous disais, l'Amazonie est la nouvelle frontière de je sais pas comment il faut dire, de la recherche médicale, de la pharmacie. Le problème, c'est que ça va passer au-dessus des Indiens. Les Indiens n'auront pas la chance qu'ont eu les gens du Moyen-Orient, du Golfe Persique. Parce que le Golfe Persique, le pétrole, le gaz du Golfe Persique a profité aux autochtones. Là, cette biodiversité, c'est pas du pétrole. Il faut monter des startups, il faut toute une logistique compliquée, il faut toute une certaine certification, il faut une Silicon Valley amazonienne, si vous voulez, créer de la valeur en Amazonie, et pas en Suisse ou dans l'est de la France ou à Londres ou à Wall Street. Le problème, c'est qui va monter une Silicon Valley dans un territoire où la loi du plus fort est installée? Qui va monter une Silicon Valley dans des villes amazoniennes où le taux de d'homicide dépasse les 20 ou 30 ou 40 pour 100 000 habitants? Je vous rappelle qu'à Paris, le taux d'homicide ne dépasse pas les 1 ou 2 pour 100 000 habitants. Dans une ville comme Sao Paulo, il ne dépasse pas les 10 pour 100 000 habitants. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de Silicon Valley dans les pays du tiers-monde? Pourquoi il n'y a pas de Silicon Valley au Brésil? C'est pas parce que les Brésiliens sont bêtes, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cerveau brésilien, non. C'est que les cerveaux brésiliens vont à Los Angeles ou à San Francisco, ou je sais pas moi, dans le Maryland pour innover, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire tirer dessus, ni de voir leurs femmes violées, ni leurs enfants kidnappés par des contre-ronçons. Voilà. Pourquoi l'Afrique du Sud s'effondre? Pas parce que les gens sont bêtes, parce que le crime ne laisse pas les gens travailler, l'insécurité éloigne les cerveaux, parce qu'en général les gens qui innovent, c'est pas des warriors, c'est pas des gens qui sont bons dans le physique. Eh bien ils vont innover en Australie, faire la richesse de l'Australie, de Sydney ou de la Nouvelle-Zélande, ou des États-Unis. C'est ça, hein. C'est comme ça que fonctionne le monde. Hein. En général les violents ne sont pas les entrepreneurs, donc il faut protéger les entrepreneurs contre les violents. C'est ce que font les États-Unis. Le Brésil ne sait pas le faire. Donc la Silicon Valley, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, la Guarani Valley, ou vous voyez ce que je veux dire? Les pôles d'excellence qui vont créer la richesse pharmaceutique, biopharmaceutique de l'Amazonie, ils vont se créer hors de l'Amazonie. Donc hors de portée des Indiens d'Amazonie. Et même si on créait ces pôles d'excellence en Amazonie, il y a des zones franches qui fonctionnent plutôt pas mal autour de Manaus. Elles font des troniques de bas coût, pour ce que je vous dis, parce que les intelligences les fuient. Ils fuient l'insécurité. Mais même si on arrivait par un miracle à sécuriser toutes ces zones franches,
on n'y recruterait pas les Amazoniens, les Indiens d'Amazonie. On va y amener des Brésiliens de São Paulo qui ont fait 4000 km de route. On va y ramener des blonds aux yeux bleus de Porto Alegre ou de Santa Catarina. On va y amener des Chiliens. On va y amener des Français. On va y amener des Américains. Parce que la ressource humaine amazonienne n'a pas été exploitée, n'a pas été élevée moralement et cognitivement, intellectuellement. Et là, vous ne pouvez pas vous retourner vers Bolsonaro, il est arrivé il y a 1 an et demi. Vous ne pouvez pas l'accuser de ne pas avoir installé le tout à l'égout aux Indiens d'Amazonie ou même aux Brésiliens d'une manière générale parce qu'il n'était pas au pouvoir. Le Brésil est sous l'emprise de la gauche depuis 1988. Sous l'emprise de la gauche depuis 1988. Ben, il incombait à la gauche carnavalesque, à la gauche caviar, à la gauche des Jeux Olympiques de Rio, à la gauche de la Coupe du Monde, à la gauche qui a dépensé des milliards d'euros que le Brésil n'avait pas pour faire des éléphants blancs, notamment le stade de foot de Manaus. Il revenait à cette gauche-là de mettre de tout à l'égout. Il revenait à cette gauche-là d'éduquer les Indiens d'Amazonie, mais pas leur donner de quoi utiliser WhatsApp, de 3 mots pour pouvoir entrer un code PIN, non. En faire des ingénieurs, en faire des techniciens, en faire des sociologues. Je ne connais pas de machine d'intégration au Brésil qui fonctionne, à part l'armée brésilienne. Vous avez des colonels de l'armée brésilienne, femmes qui sont indiens avec le tatouage et tout. Voilà, donc la mauvaise armée brésilienne, la dictature, l'armée de droite, eh bien, elle fait le boulot. Elle fait l'intégration nationale. Elle tend la main aux Amazoniens. Évidemment, avec les règles de l'armée. Hein. C'est la discipline, c'est la soumission, voilà. Si je n'ai pas fait l'armée, c'est pour une raison. Mais il faut dire ce qu'il y a. Qu'a fait la gauche en 30 ans ou 40 ans de pouvoir pour les Indiens d'Amazonie? Rien. Rien. J'exagère un peu. Elle a été la cheville ouvrière des réserves amazoniennes dont j'ai parlé. Elle leur a délimité des zones de souveraineté, à la limite. Mais en fait, on y a entreposé la misère, l'alcoolisme, les familles détruites. Il aurait fallu le faire beaucoup plus. Beaucoup plus, si on veut la ramener, hein, si on veut parler au nom de la biodiversité et des Indiens d'Amazonie. Voilà. Comme on dit, pour monter à l'arbre, il faut avoir les fesses propres. Or, la gauche brésilienne n'a pas les fesses propres. Elle n'est pas légitime. Et je vous demande, chers amis, de ne pas être d'accord avec moi ou d'aimer Bolsonaro. Je vous dis tout simplement de exercer votre sens critique et détester les gens pour les bonnes raisons. Vous n'allez pas tirer sur les gens qui essaient de régler le problème. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à la partager.